Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que déclare le chancelier allemand ? Eh bien, Friedrich Merz s'exprimait hier soir et il donnait le contexte de ces annonces. Pour lui, les négociations sont en train d'échouer et il veut donc franchir un cran supplémentaire. Écoutez-le. Also offensichtlich versteht Putin Gesprächsangebote als Schwäche. Und wenn selbst ein Angebot, sich im Vatikan zu treffen, bei ihm nicht auf Zustimmung stößt, dann müssen wir uns wohl darauf einrichten, dass dieser Krieg länger dauert, als wir uns alle wünschen oder vorstellen können. Puis il fait sauter deux verrous. Le premier est sur la portée des missiles occidentaux. Écoutez. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns, von den Amerikanern auch nicht. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, jusqu'à présent, les Scalp français et les Storm Shadows britanniques n'avaient qu'une portée possible de 250 km à l'intérieur du territoire russe, 300 pour les Atacams américains, et avec les derniers modèles allemands, les Taurus, que le chancelier Scholz refusait toujours de livrer, cette limite est portée à 500 km à l'intérieur du territoire russe. La carte est suffisamment parlante. Cela signifie que désormais, des villes comme Volgograd, Krasnodar et surtout, vous le voyez, Moscou, seront donc dans la ligne de tir de l'armée ukrainienne. Et puis, deuxième verrou qui saute cette fois, c'est sur la nature des cibles. Écoutez Friedrich Merz. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt. Wir nennen das im Jargon Long Range Fire, also auch mit Waffen die Ukraine auszustatten, die militärische Ziele im Hinterland. Concrètement, là encore, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que les cibles potentielles sont beaucoup plus nombreuses. Postes de commandement, stocks d'armes et de munitions, zones de lancement, aéroports, voire des raffineries ou des usines d'armement. Ce sont tous ces points bleus que vous voyez sur la carte. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'utilisait que des drones de sa fabrication, beaucoup moins rapides, beaucoup plus repérables et qui n'infligeaient que des dégâts mineurs. C'est une toute autre histoire avec ces missiles et notamment le Taurus allemand. Question, le pont de Kerch qui relie la Crimée à la Russie et qui permet l'approvisionnement d'une partie du Donbass rentre-t-il aussi dans ces cibles ? Il ne le dit pas clairement, mais c'est implicite. Cela entre de fait dans les cibles militaires. En tout cas, les réactions en Russie n'ont pas tardé. Effectivement, les premiers à réagir, ce sont les propagandistes de la télévision russe. Vous connaissiez les indispensables façon 24 heures. Eh bien, voici les indispensables d'Olga Skabayeva. Elle parle d'un transfert de la guerre sur le territoire russe. Écoutez. США, ФРГ, Британия и Франция якобы договорились, что не будут ставить запреты на максимальную дальность действия своих ракет, которые, то есть Зеленскому разрешили наносить удары по позициям на территории России. Сами ракеты имеют дальность до 350 километров. Значит, под угрозой могут оказаться такие города, как Псков, Тверь, Калуга, Воронеж, Ростов-на-Дону и Севастополь. Может оказаться и Москва, и Санкт-Петербург. То есть Запад пытается перенести войну на российскую territoire. Non, on vous préfère, vous, Justine, avec vos cartes. C'est beaucoup Merci. mieux quand même, restez là. Une réaction officielle également, David, pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. La Russie a largement de quoi faire face. Écoutez. Никакое германское оружие, что, на мой взгляд, вообще является главным в этой истории, главный тезис, не изменит ход специальной военной операции. Вы же видите, как спички горят леопарды, гепарды, панцергаубицы, будут гореть и таурусы, будут гореть и немецкие дроны. И так называемые иностранные специалисты, к сожалению, которые там оказались, я уж не знаю, по своей воле или не по своей воле, их тоже постигнет эта незавидная участь. Alors, faut-il prendre le Kremlin au sérieux ? Rappelons que la dernière fois que les Occidentaux ont commencé à faire sauter un tel verrou, c'était en novembre dernier, avec l'autorisation de frapper la région de Koursk.
En riposte, la Russie avait bel et bien tenté de frapper un grand coup en utilisant pour la première fois son missile balistique Orejnik, utilisé par la dissuasion nucléaire, mais qui portait une charge conventionnelle. On était clairement dans la dissuasion stratégique. Merci beaucoup, Justine. Juste un point de détail, mais qui n'est pas seulement un détail pour commencer. Je ne sais pas qui peut me répondre. Il y a des composants américains dans le Taurus allemand qui peut aller jusqu'à 500 km à l'intérieur de la Russie. Donc, est-ce que les États-Unis ont donné au moins implicitement leur feu vert? Logiquement, les Allemands sont tenus de le demander si ces composants existent. Et je pense qu'ils existent. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ont changé de position. Les États-Unis n'ont pas livré d'armes de ce type. Il y a les fameux ATACMS dont on a parlé, qui sont tirés depuis le sol et dont la portée est limitée aux capacités spécifiques du missile concerné. C'est-à-dire, elle ne peut pas faire plus de 300 km. Par contre, les missiles aéroportés, comme le Taurus, comme le Scalp, comme le Storm Shadow, leur portée, il faut l'ajouter à celle des avions qui les transportent. Alors, si on dit, le Scalp, il fait 300 km de portée, c'est moins que le Taurus qui en fait 500, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est jusqu'où va l'avion qui transporte la fusée. Et c'est un vrai gros changement, un changement énorme pour l'Allemagne. On ne reconnaît plus l'Allemagne de M. Scholz, hein, c'est fini. Du point de vue militaire, ça permet effectivement à l'Ukraine de taper dans des endroits sensibles. Le pont de Kerch a été mentionné à juste titre. Le Taurus est probablement mieux doté pour détruire le pont de Kerch que ne l'était le Storm Shadow Scalp. Est-ce que vous imaginez que les Ukrainiens vont, par exemple, tenter de détruire le pont de Kerch, sans lequel l'alimentation militaire du front du Donbass, pour les Russes, serait quasiment impossible? Le front du Donbass reçoit sa logistique depuis la Russie intérieure. C'est la Crimée qui est approvisionnée via le pont de Kerch. Est-ce que les Ukrainiens vont tenter de le détruire? Je serais très surpris qu'ils ne le fassent pas. Ça paraît une cible tellement tentante et évidente. Elle a déjà été visée. Le pont a été à divers moments très abîmé. La Russie avait certes réagi, mais pas plus que ça. Autrement dit, le risque pour les pays occidentaux est faible. Les Russes, comme LCI, si je puis dire, je ne mets pas dans le même sac, mais ont bien fait attention de parler de la France. Vous nous avez fait peur. De la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et très peu des États-Unis. Encore une fois, les États-Unis, M. Trump n'a pas changé de politique. C'est ça que je suis en train de dire. Alors, nouvelle donne militaire dans l'armement de l'Ukraine. Est-ce que c'est une nouvelle donne pour l'Ukraine? Est-ce qu'il faut s'attendre à un rééquilibrage du rapport de force? Est-ce que vraiment ça peut changer les choses? En fait, déjà, il y avait une anomalie incroyable. On refusait à un pays agressé d'attaquer l'agresseur. Moi, ça m'avait toujours fait penser à ce qui se passait pendant la guerre de Bosnie et le blocus de Sarajevo. Il y avait un embargo sur les armes de la part des Occidentaux qui empêchait les Bosniaques, les musulmans de Bosnie, de se défendre. Mais les Serbes de Bosnie, eux, étaient ravitaillés par la Serbie de Milosevic. Et donc, c'était complètement injuste. Alors, c'était incohérent. Donc ça, c'est normal. Ça va sans doute changer la donne, puisqu'ils vont pouvoir viser des postes, des cibles très importantes en Russie. Ça va pas non plus complètement faire changer la guerre en 15 jours, parce qu'il n'y aura jamais assez de missiles Taurus. Donc c'est pas ça qui va faire gagner les Ukrainiens en un mois. Mais ça va redonner une énergie nouvelle,
une initiative, ça va mettre la Russie en position de défense, et ça va redonner de l'espoir aux Ukrainiens. Et effectivement, ils vont pouvoir quand même beaucoup plus. Ils avaient le droit de le faire de temps en temps, mais de manière très ponctuelle et très exceptionnelle. Là, ils risquent d'avoir le droit de le faire de façon illimitée, c'est-à-dire de, en fait, viser les dépôts de munitions, les garages, parkings d'avions. Je ne dis pas les parkings d'avions, mais les bases aériennes, et en fait d'attaquer l'origine en fait des munitions qui leur sont envoyées dessus tous les jours. Donc c'est important. Dominique. Alors, je crois que c'est important pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons psychologiques. C'est-à-dire qu'on est à un tournant. Il y avait le sentiment que le temps jouait de manière irrésistible en faveur de la Russie. Bien sûr. Les troupes progressaient lentement sur le terrain. La volonté politique de l'Amérique de se retirer paraissait toujours plus forte. Et l'Europe était méprisée par les Russes pour ses hésitations, etc. Et il y a un changement radical dans la position de l'Allemagne. François l'a rappelé fort justement, le discours de Merx est l'opposé absolu du discours de Scholz. Et je pense que c'est essentiel par rapport à la psyché ukrainienne. Ça consiste à leur dire, écoutez, nous ne nous sommes pas résignés à votre défaite. Votre capitulation n'est pas inévitable. Vous pouvez encore faire mal à la Russie et rééquilibrer la situation. Donc je pense que c'est sur ce plan de l'épreuve des volontés politiques que ce moment est décisif. Voilà, c'est important ce que vous dites sur le temps. Le temps ne joue plus forcément autant en faveur des Russes. Jean-Claude et François. Précisément, c'est parce qu'on avait le sentiment ou l'évidence qu'on tournait un peu en rond au cours de ces dernières semaines, puisque en dépit des menaces de Donald Trump, Vladimir Poutine ne bougeait pas. Finalement, les Européens étaient bloqués. Et le fait de reprendre l'initiative, ça oblige effectivement les Russes à réagir. La preuve, c'est qu'ils ont dit, nous sommes des cibles. Sous-entendu, parce qu'on revient toujours au droit mal défini, sous-entendu, si vous allez aussi loin, ça pourrait être de la co-belligérance. Et on a souvent dit qu'il y avait cette fameuse ligne rouge qu'on ne voulait pas franchir parce que nous n'étions pas co-belligérants. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une dimension politique, il peut y avoir un tournant politique, parce qu'il n'y a pas de définition juridique de la co-belligérance. La Russie pourrait très bien dire, à partir de maintenant, nous vous considérons comme co-belligérants. Mais ça oblige, elle pourrait très bien le dire, ça oblige les Russes à réagir, et ça oblige surtout, c'est aussi un signal pour les Russes, parce que finalement, ne rien faire de la part des Européens aurait voulu dire aux Russes, nous ne sommes pas en mesure de réagir en l'absence d'autres mesures de la part de Donald Trump, eh bien nous ne faisons rien. Eh bien là, les Européens, malgré tout, envoient un signal qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même une obligation, une façon d'obliger les Russes à réagir. Et ça va peut-être avec ces déclarations il y a quelques minutes de Donald Trump, qui une fois encore joue ou simule, je ne sais pas, la colère. Mais voilà ce qu'il dit pour l'essentiel. Alors il dit ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que si je n'avais pas été là, la Russie subirait de très mauvaises choses, je veux dire très très mauvaises. Mais surtout, il dit la Russie joue avec le feu. Alors peut-être qu'au sens propre du terme, il faut le prendre, le feu des Taurus allemandes. Au passage, c'est combien? Quelques dizaines de Taurus, pas plus. Les Allemands en ont plusieurs centaines en stock. Je ne sais pas combien. On disait plutôt 100 ou 150. Mais je ne sais pas combien ils sont prêts à livrer. J'avais entendu 100 ou 150. Voilà, ce serait plutôt... C'est pas négligeable. 100 ou 150... En avoir plusieurs centaines en soute et de pouvoir en livrer des dizaines ou une petite centaine, c'est pas mal. Juste un mot. Sur les avions... J'ai souligné l'importance des avions dans cette affaire, parce que la portée du missile s'additionne à celle de l'avion. Les Ukrainiens n'ont pas beaucoup d'avions, mais qu'est-ce qu'ils ont comme avions? Ils ont des F-16 américains, qui ont été donnés par les Néerlandais et les Danois, et ils ont des Mirage 2000 français. Alors est-ce qu'on va voir les Mirage 2000 français porter des Taurus? Ça, c'est une question intéressante qui pourrait être posée au ministère des Armées
chez nous. Sur le côté décisif ou pas décisif, bon, psychologiquement, c'est important, et dans les guerres, la dimension psychologique, c'est toujours quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est militairement décisif. Nous attendons tous, malheureusement, l'offensive d'été de la Russie. La guerre, ça se détermine quand même en finale, ça se termine sur le terrain. Là, on est dans la guerre des airs. Je veux dire, je me réjouis de la décision allemande, je me réjouis de ce que l'Europe est en train d'examiner, le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine qui fait quand même de l'ordre de 150 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'armes. Ça, ce sera peut-être décisif. Les Taurus, c'est un tournant qui, si c'est un tournant psychologique, plus que militaire.